Il a dit ça un dimanche de mai, en plein milieu du déjeuner de la fête des mères. La table était mise avec la nappe blanche que j'avais brodée moi-même il y a 40 ans. L'odeur du gigot d'agneau flottait encore dans l'appartement, mêlée à celle du gratin dauphinois et du thym frais que j'avais rapporté du marché de la place Carnot 2 jours avant. Mes 4 petits-enfants étaient là. Lucas, 7 ans, Chloé, 9 ans, les jumeaux Tom et Mathis, 11 ans, avec leurs yeux brillants et leurs sourires qu'ils gardaient malgré tout pour moi. Et lui, Sébastien, le mari de ma fille Aurélie, debout en bout de table, le verre de Bordeaux à la main, le visage empourpré de cette colère qu'il ne se donnait même plus la peine de dissimuler. Il a dit « Yvonne, franchement, personne t'a invité. T'as pas à venir manger gratis chez moi à chaque occasion. T'es pas chez toi ici. » Ces mots-là. Exactement ces mots-là. Dans la bouche d'un homme qui avait mangé à ma table pendant 12 ans. Mes petits-enfants ont baissé la tête. Aurélie a fixé son assiette. Personne n'a dit un mot. Le silence avait cette consistance particulière des silences honteux, épais, collants, impossible à respirer. J'ai senti le rouge me monter dans le cou. Pas de gêne, non, de cette colère froide qui vous prend quand vous comprenez que vous avez trop attendu, que vous avez laissé passer trop de choses pendant trop longtemps, et que c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Je me suis levée, lentement, sans précipitation. J'ai reposé ma serviette sur la table avec soin. Je suis allée embrasser Lucas d'abord, puis Chloé, puis Tom, puis Mathis, chacun sur les 2 joues, en les regardant dans les yeux, parce qu'ils n'étaient donc pas responsables de ce qu'ils venaient de voir et qu'ils méritaient que quelqu'un leur montre la dignité. Ensuite, j'ai ouvert mon sac à main, ce vieux sac en cuir bordeaux que j'ai depuis 20 ans, dont le fermoir commence à forcer, mais que je n'ai jamais voulu changer parce qu'il appartient à ma vie réelle, pas à celle que Sébastien aurait voulu que j'aie. Et j'ai sorti une enveloppe. Une enveloppe Kraft fermée sur laquelle était écrit, en haut à gauche, le nom et l'adresse du cabinet. Maître Isabelle Ferrand, avocate au barreau de Lyon, spécialisée en droit de la famille et droit immobilier. Sitman 1001 Lyon. Sébastien l'a regardé. Sa main s'est immobilisée avec le verre de Bordeaux à mi-chemin. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Et moi, j'ai souri, pas d'un sourire chaleureux, pas d'un sourire triste. D'un sourire tranquille, de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui attendait ce moment depuis longtemps. J'ai posé l'enveloppe sur la table, devant lui, et je suis sortie sans me retourner. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est la fin d'une histoire de 12 ans. Et le début d'une vie qui m'appartient enfin entièrement. Je m'appelle Yvonne Marchal. J'ai 67 ans. J'ai travaillé 38 ans comme infirmière de nuit aux Hospices civils de Lyon, quartier de la Pardieu, avant de prendre ma retraite à 62 ans avec une pension de 1 740 € par mois. Une pension que j'avais gagnée trimestre par trimestre, nuit par nuit, avec mes mains et mes jambes et ma fatigue accumulée pendant presque 4 décennies. J'ai une mutuelle correcte, une carte vitale à jour, et j'ai toujours payé mes cotisations sans jamais demander à personne de faire ma part à ma place. Je vis depuis 23 ans dans le même appartement du 5e arrondissement de Lyon, un 4 pièces de 82 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue Salat, avec ses parquets qui grincent au même endroit depuis que j'y ai emménagé, ses fenêtres avec les volets en bois que je peins moi-même tous les 5 ans, et son plafond avec les moulures que j'ai fait restaurer en 2007 parce que c'était beau et parce que ça m'appartenait. J'avais acheté cet appartement en 1999 pour 85 000 €, une fortune pour moi à l'époque, un crédit sur 20 ans que j'avais remboursé seul après le divorce de mon ex-mari Pierre en 2002, en faisant des gardes supplémentaires le week-end pour joindre les 2 bouts. Aujourd'hui, selon la dernière estimation du cabinet Laforêt du quartier, cet appartement vaut entre 320 000 et 350 000 €. 350 000 € que j'avais construits avec mes nuits de travail, mes gardes de Noël et de jour de l'an, mes genoux abîmés par les couloirs de l'hôpital, mon dos qui me parle maintenant les jours de pluie. Et Sébastien le savait. Il l'avait toujours su. Ma fille Aurélie a rencontré Sébastien Lavigne en 2011, à Lyon, lors d'un séminaire professionnel dans le secteur des ressources humaines où tous les 2 travaillaient. Elle avait 32 ans, lui 39. Grand, les épaules larges, les cheveux châtains coiffés, avec cette nonchalance étudiée, qui n'est pas vraiment de la nonchalance. Il savait choisir ses mots. Ça, je l'avais remarqué dès la première fois qu'Aurélie me l'avait présenté, à table, dans mon appartement de la rue Salat,
Un dimanche d'octobre, avec la pluie qui battait sur les volets et l'odeur du bœuf bourguignon qui avait mijoté depuis le matin. Il m'avait vouvoyé avec une précision qui sonnait fausse. Pas le vouvoiement naturel qu'on utilise avec la mère de quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Un vouvoiement appliqué, calculé, comme quelqu'un qui sait qu'il doit faire bonne impression et qui joue le rôle sans le ressentir. Il avait complimenté mon bœuf bourguignon en citant une recette d'un chef étoilé. Il avait fait une remarque sur les moulures du plafond que j'avais restauré. Il avait bu le Côte-du-Rhône que j'avais sorti en disant « Vous avez un palais remarquable, Yvonne ». Aurélie le regardait avec des yeux de fille amoureuse. Et moi j'avais souri et versé le vin et gardé pour moi ce que je sentais sans pouvoir encore l'expliquer. Quelque chose dans cet homme-là ne coïncidait pas. Pas un signal d'alarme immédiat. Quelque chose de plus subtil. Une légère discordance entre ce qu'il montrait et ce qu'il était. Comme une note un demi-ton à côté dans une mélodie par ailleurs parfaite, inaudible si on n'écoute pas avec attention, impossible à ignorer si on a l'oreille exercée. Moi, après 38 ans de nuit d'hôpital, j'avais l'oreille exercée. Mais je n'ai rien dit, parce qu'Aurélie était heureuse, parce que je ne voulais pas être cette mère-là, celle qui voit des défauts partout et qui gâche ce que sa fille a trouvé, et parce que j'espérais, vraiment, que mon instinct se trompait. Sébastien Lavigne était originaire de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, fils d'un comptable de cabinet et d'une femme qui avait arrêté de travailler à la naissance du premier enfant pour s'occuper du foyer. Une famille du monde provincial français. Pas pauvre, pas riche, avec ses codes de respectabilité bourgeoise de province qui donnent tant d'importance aux apparences, aux bonnes manières en public et aux tensions soigneusement cachées en privé. Il avait fait ses études à Lyon, à l'IAE, puis un master en management des ressources humaines. Il s'était construit une identité de Lyonnais adopté, de professionnel compétent, d'homme cultivé qui sait parler de guignol et de cuisine bouchon avec le même aisance que de management d'équipe. Ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que Bourg-en-Bresse, il n'y retournait plus depuis 10 ans, qu'il avait coupé tout contact avec sa sœur aînée, Nathalie, et que ses parents vieillissants le voyaient 2 fois par an au mieux, qu'il avait dit à Aurélie que sa famille était toxique et qu'il avait eu besoin de s'en éloigner pour exister. Ce que j'ai appris bien plus tard, c'est que Nathalie avait une version très différente de l'histoire. Mais ça, c'est pour plus tard. Les premiers signes sont venus 6 mois après leur mariage, en 2013. Petit, discret, facile à rationaliser. D'abord les repas du dimanche qui ont commencé à s'espacer. Avant, Aurélie venait souvent, parfois avec Sébastien, parfois sans. Après le mariage, les visites sont devenues planifiées, formelles, moins fréquentes. Et quand Sébastien était là, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. La conversation prenait une direction qu'il voulait éviter, ou il regardait son téléphone avec cette légère impatience qui signifie qu'on préférerait être ailleurs. Aurélie le remarquait, s'agitait, essayait de compenser. Moi je voyais Aurélie s'agiter et comprendre que quelque chose dans ma présence créait une tension qu'elle n'arrivait pas à gérer. Ensuite, Aurélie a commencé à choisir ses mots différemment quand elle me parlait au téléphone. Des hésitations nouvelles, des précautions inutiles, des formulations qui sonnaient comme des messages préparés plutôt que des conversations spontanées. Un jour, en septembre 2014, Lucas venait de naître, elle m'a dit au téléphone, d'une voix un peu trop égale, « Maman, Sébastien pense qu'il vaudrait mieux qu'on s'organise un peu mieux pour les visites. Il a besoin de temps pour lui à la maison, tu comprends? C'est pas contre toi. » J'ai dit oui, je comprends. J'ai raccroché et je me suis assise sur la chaise de la cuisine avec le téléphone dans la main et j'ai regardé par la fenêtre les toits de la rue Sala dans la lumière grise du soir. Et j'ai pensé, c'est lui qui a dit ça, pas elle. C'est lui qui a préparé cette phrase et elle l'a répétée. Mais je n'ai rien dit, pas encore, parce que je cherchais encore à me tromper. Pour comprendre Sébastien Lavigne, vraiment le comprendre, pas l'excuser, jamais l'excuser, il faut savoir ce que j'ai reconstitué ensuite, à partir de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai recueilli, de tout ce que d'autres m'ont dit. Sébastien avait grandi dans une maison où son père était absent de la manière la plus raffinée qui soit, présent physiquement, absent émotionnellement. Un père qui lisait son journal au dîner, qui félicitait les bonnes notes avec un hochement de tête et sanctionnait les mauvaises avec un silence pesant, qui n'avait jamais dit à ses enfants « Je suis fier de toi » sans qu'il y ait une condition attachée. Une mère qui avait compensé cette absence en faisant de Sébastien, le cadet, son centre émotionnel,
lui racontant ses frustrations conjugales, lui demandant de l'affection que le père ne donnait pas, construisant entre eux une proximité qui n'était pas de la tendresse, mais de la dépendance déguisée en amour. Sébastien avait appris 2 choses dans cette maison: que les émotions des autres étaient un fardeau à gérer, pas une réalité à respecter, et que le seul pouvoir réel dans les relations humaines était celui de contrôler ce que les autres ressentent, pas ouvertement, subtilement, en déplaçant les conversations, en réorientant les récits, en faisant en sorte que les gens autour de lui doutent de leur propre perception. À Lyon, loin de Bourg-en-Bresse, loin de la famille qu'il avait soigneusement effacée, il avait reconstruit une identité de toutes pièces. L'homme cultivé, le cadre compétent, le mari attentionné en public. La persona tenait parfaitement en dehors de la maison. À l'intérieur, c'est là que la discordance s'entendait. Ce que je n'ai su qu'après, c'est qu'il avait déjà fait ça une fois. Avant Aurélie, il avait vécu 2 ans avec une femme prénommée Sandrine, 40 ans aujourd'hui, qui habite Villeurbanne. Sandrine que j'ai rencontrée, mais j'anticipe. Ce que je veux dire, c'est que Sébastien avait un mode opératoire, un pattern. Les victimes changent, le schéma reste identique. Trouver une femme avec quelque chose qu'il voulait, un appartement, un réseau, une stabilité familiale, une mère présente, et procéder par étapes. D'abord le charme, ensuite l'installation. Ensuite, l'isolation progressive de la femme de son entourage, ensuite la prise de contrôle, et quand tout était en place, le visage réel apparaissait. Pas d'un coup, jamais d'un coup, mais par glissement, par habituation, par moment où la victime se demande si elle exagère et finit par conclure que oui, elle exagère. Il avait choisi Aurélie parce qu'Aurélie avait une mère propriétaire d'un appartement lyonnais de 82 mètres carrés, sans dette, avec une retraite stable. Il avait fait le calcul. Je ne le savais pas encore. Mais lui, il le savait depuis le début. Et cette pensée-là, quand elle est venue, m'a révolté plus que tout le reste. Pas la trahison, pas les humiliations, pas l'isolement. L'idée qu'il avait calculée, que ma fille n'avait pas été aimée, elle avait été choisie comme vecteur d'accès à ce qu'il voulait. Et que les enfants, mes petits-enfants, étaient arrivés dans ce calcul aussi, comme élément de stabilisation, comme encre qui rendrait le divorce plus compliqué. Cette pensée-là m'a glacée, et elle m'a durci. Les années 2015 à 2019 ont été les années où le contrôle s'est installé méthodiquement. D'abord les finances. En 2015, Sébastien avait proposé qu'Aurélie arrête de travailler. Pas définitivement, juste le temps que les enfants soient un peu plus grands. Lucas avait 1 an, Chloé allait naître en 2016. Aurélie avait hésité. Elle m'en avait parlé au téléphone avec cette voix mitigée des gens qui ne savent plus bien si ce qu'ils veulent coïncide avec ce qu'on leur propose. Je lui avais dit de réfléchir, de ne pas abandonner son poste sans filet. Elle avait arrêté de travailler en janvier 2016. À partir de là, les revenus du foyer ne venaient que de Sébastien. Aurélie avait un virement mensuel pour les courses et les enfants, mais le compte principal était au nom de Sébastien. Les dépenses importantes passaient par lui. Elle devait demander pour tout ce qui dépassait les achats courants. J'avais vu ça. Les moments où elle baissait la voix au téléphone, quand je lui parlais d'un projet. La façon dont elle disait « je vais en parler à Sébastien » au lieu de « je vais le faire ». J'avais vu ça, et j'avais eu peur pour elle, et j'avais gardé ma peur pour moi, parce qu'elle me l'aurait renvoyée à la figure en disant « Maman, tu ne comprends pas notre fonctionnement ». Ensuite, l'isolement social. En 2017, après la naissance des jumeaux Tom et Mathis, les dîners avec les amis d'Aurélie s'étaient raréfiés. Sébastien trouvait toujours une raison, une fatigue, un engagement de dernière minute, une soirée qu'il préférait passer à la maison. Il ne l'interdisait pas. Il créait des conditions qui rendaient les sorties difficiles, culpabilisantes, plus coûteuses en énergie qu'elles ne valaient. Aurélie avait fini par arrêter d'essayer. Et moi, dans ce dispositif, j'étais l'obstacle principal, parce que j'étais celle qui voyait, qui posait des questions, qui ne se laissait pas convaincre que tout allait bien. Sébastien le savait. Il me regardait avec cette politesse de surface qui cache une vigilance hostile. Chaque fois qu'Aurélie et moi avions une conversation un peu longue, il trouvait le moyen d'interrompre, de dévier, d'introduire un enfant dans la pièce. Chaque fois qu'elle rentrait d'une visite chez moi, il y avait une tension dans la maison pour les jours suivants. Une tension qu'il ne nommait pas, qu'il laissait simplement peser, jusqu'à ce qu'Aurélie réduise d'elle-même la fréquence des visites pour éviter le climat. Il ne criait pas. Pas encore.
Il érodait. Moi, je notais. Depuis 2017, j'avais un cahier. Un cahier Clairefontaine bleu, à petits carreaux, que je gardais dans le tiroir de ma table de nuit. J'y notais les dates, les faits, les phrases exactes que je me rappelais. Je n'aurais pas pu vous dire à l'époque pourquoi je le faisais. C'était un réflexe, comme celui qu'on développe à l'hôpital quand on apprend que ce qui n'est pas écrit n'a pas existé. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce cahier allait valoir de l'or. Il y avait dans ce cahier la date du dimanche d'avril 2018 où Sébastien m'avait dit, devant Aurélie, que ma façon de m'habiller pour venir chez eux n'était pas adaptée. Ce n'était pas grand-chose, une remarque sur mon manteau beige que je portais depuis des années. Mais la façon dont il l'avait dit, avec ce sourire patient de quelqu'un qui corrige une erreur évidente, m'avait traversé. Aurélie n'avait rien dit. Ce silence-là, je l'avais noté aussi. Il y avait la date du premier dimanche de janvier 2019 où j'avais apporté des cadeaux pour les enfants après Noël. Des livres que j'avais choisis à la librairie Gilbert-Joseph de la Presqu'île, des histoires illustrées pour les plus petits et un tome de la bibliothèque verte pour les jumeaux, et où Sébastien avait regardé les livres avec un sourire condescendant en disant quelque chose comme « Ah, les grands classiques, on a déjà plein de choses pour eux, tu sais ». Le sous-texte était clair. Tes cadeaux ne sont pas à la hauteur. Aurélie avait détourné les yeux. J'avais remis les livres dans le sac, j'avais embrassé les enfants et j'étais rentrée. Dans le métro, ligne D, direction gare de Vénissieux, j'avais regardé défiler les stations et j'avais pensé pour la première fois très clairement « Il veut me faire partir. Il teste jusqu'où il peut pousser avant que je me lève et parte. Et si je pars, il aura gagné, parce que j'aurais abandonné ma fille et mes petits-enfants à cet homme sans témoin. Donc je ne partais pas, mais je notais. Et quelque chose en moi avait commencé à se modifier, pas à se durcir, à se préciser. Comme quand on change la mise au point d'un objectif et que soudain, ce qui était flou devient net. Les 2019 et 2020 ont été les années de l'escalade. Sébastien, qui avait eu jusqu'ici la prudence de se contrôler devant témoins, a commencé à laisser apparaître des fissures. D'abord avec moi seule, quand Aurélie n'était pas dans la pièce. Des remarques qui pouvaient encore être interprétées comme des maladresses, mais qui ne l'étaient pas. Il savait exactement ce qu'il disait. Il testait combien il pouvait se permettre avant que je réagisse. Un samedi de novembre 2019, j'étais venue garder les enfants pendant qu'Aurélie avait un rendez-vous chez le médecin. Sébastien travaillait à domicile. Covid n'était pas encore là, mais il avait négocié 2 jours de télétravail par semaine. Il est passé dans la cuisine où je préparais le goûter des enfants et il a dit, sans lever les yeux de son téléphone, « Tu sais que tu devrais peut-être penser à une maison de retraite à terme. À ton âge, tout seul dans cet appartement, ça va pas être simple. L'entretien d'un bien comme ça demande des ressources. » Je lui ai répondu, calmement, que j'avais 64 ans, une santé excellente et un locataire de confiance dans la pièce supplémentaire qui payait 750 € par mois, que mon appartement était entretenu, assuré et que ses préoccupations pour moi étaient touchantes mais non sollicitées. Il n'a pas répondu. Il est reparti avec son téléphone. Mais j'avais compris ce qu'il cherchait. Il cherchait à évaluer si j'étais prête à envisager de me séparer de mon appartement. Il cherchait à planter l'idée que je ne pourrais pas le gérer seul. Il préparait quelque chose. Ce soir-là, de retour rue Sala, j'avais ouvert le cahier Clairefontaine et noté tout, l'heure, les mots exacts, le contexte. Et j'avais ajouté une note en bas de page, vérifier les statuts de la SCI que Sébastien a proposé en juin. Parce qu'en juin 2019, il avait proposé quelque chose. Il avait proposé, lors d'un dîner de famille, avec Aurélie, avec moi, avec le frère d'Aurélie Julien qui était là ce soir-là en visite depuis Clermont-Ferrand, de créer une société civile immobilière familiale. Une structure qui permettrait, expliquait-il avec ce calme de quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'optimiser fiscalement la transmission du patrimoine immobilier. En clair, apporter mon appartement à une SCI dont les parts seraient réparties entre Aurélie, lui-même et moi, ce qui allégerait les droits de succession et protégerait le bien. Il avait présenté ça avec des chiffres, avec un document préparé à l'avance, 2 pages sur papier A4, qu'il avait sorti d'une chemise cartonnée avec un naturel parfait. Julien avait dit que ça lui semblait intéressant. Aurélie avait dit que c'était une bonne idée. Moi, j'avais dit que j'allais réfléchir. Ce que j'avais fait ensuite, c'était appeler la semaine suivante Maître François Mallet,
le notaire qui avait instrumenté mon achat de 2000 appartements de la rue Salat en 1999 et lui demandé une consultation. Il m'avait reçu dans son cabinet du 2e arrondissement, rue Puy-Gaillot, dans ce bureau encombré de dossiers et d'odeurs de papier ancien que j'aimais depuis la première fois que j'y avais mis les pieds. Je lui avais montré le document que Sébastien avait préparé. Maître Mallet avait lu. Il avait reposé les pages sur son bureau. Il avait croisé les mains et m'avait regardé avec ce silence particulier des gens qui savent ce qu'ils pensent et qui prennent le temps de choisir leurs mots. Il m'avait dit « Madame Marchal, les SCI familiales peuvent être parfaitement légitimes. Mais dans la structure proposée ici, votre beau-fils serait gérant, avec un pouvoir de décision majoritaire sur les décisions courantes. En termes simples, vous apporteriez votre bien à une société dont vous ne contrôleriez plus les décisions essentielles. Je vous déconseille fortement de signer ça tel quel. » J'avais remercié Maître Mallet. Je n'avais pas signé. Quand Sébastien avait reposé la question en septembre, j'avais dit que j'avais consulté un notaire et que la structure ne me convenait pas. Il avait souri, ce sourire particulier de quelqu'un qui encaisse et archive. Et il avait dit « Bien sûr, Yvonne, c'est ton choix. On voulait juste t'aider. » Ce jour-là, j'avais compris que l'heure n'était plus à l'observation passive. L'heure était à la préparation. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'il y a dans votre vie quelqu'un comme Sébastien, quelqu'un qui vous sourit en public et vous évalue en privé, quelqu'un qui a commencé à vous faire douter de vous-même, ne partez pas. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez le pouce en l'air si cette histoire vous touche, parce qu'il y a des dizaines de milliers de femmes en France qui vivent exactement ce que je vivais. Et elles méritent de savoir que la sortie existe. En 2020, pendant les confinements successifs, Sébastien avait trouvé dans la situation sanitaire un prétexte en or pour intensifier l'isolement. Les visites chez moi avaient été suspendues pendant des mois. Les règles gouvernementales le justifiaient. Et même quand les restrictions s'étaient allégées, il avait maintenu la distance en invoquant les enfants à risque, des symptômes possibles, des précautions raisonnables. Aurélie m'appelait. Les appels vidéo avec les petits-enfants avaient remplacé les visites. J'avais accepté comme tout le monde. Mais j'avais vu, dans les yeux d'Aurélie sur l'écran, quelque chose qui m'inquiétait. Une fatigue particulière, pas physique, cette fatigue-là qu'on reconnaît quand quelqu'un porte quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. En novembre 2020, j'avais demandé à Aurélie si tout allait bien. Elle m'avait dit oui, c'est juste la période. Ce n'était pas juste la période. En janvier 2021, par un froid sec et clair de début d'année, j'avais croisé par hasard une connaissance, Martine Pellissier, qui avait travaillé comme aide-soignante aux hospices avant de partir à la retraite et qui habitait depuis Villeurbanne. Nous avions pris un café à la brasserie de la place Bellecour, sous les lumières tamisées et l'odeur de café fort du matin et de viennoiserie trop cuite. Et Martine m'avait dit « Tu connais Sébastien Lavigne, non? Le mari de ta fille? Tu sais qu'il était avec une fille avant elle? Sandrine quelque chose. Sandrine Arnaud. Elle habite Villeurbanne. Elle travaille dans mon immeuble. Je la croise des fois à la boîte aux lettres. » J'avais dit oui, il avait eu une vie avant Aurélie. Ça ne m'étonnait pas. Martine avait continué. Elle dit qu'il lui a fait la même chose, qu'il avait essayé de se mettre dans son appartement à elle aussi, qu'il l'avait isolée de ses amis, qu'elle avait mis 2 ans à comprendre ce qui se passait et que quand elle l'avait mis dehors, il avait tout nié. Le café avait refroidi dans ma main. Dehors, les pigeons de la place Bellecour marchaient sur le sol gelé. J'avais demandé à Martine si Sandrine Arnaud accepterait de me parler. Martine m'avait dit qu'elle pouvait lui poser la question. Une semaine plus tard, par un jeudi gris de janvier, j'avais rencontré Sandrine Arnaud dans un café de Villeurbanne. Pas un endroit que Sébastien aurait pu connaître. 41 ans, les yeux clairs, une façon de tenir sa tasse des 2 mains, comme pour se réchauffer même à l'intérieur. Nous avions parlé pendant 2 heures. Ce qu'elle m'avait dit, c'était identique. Le charme initial, la rapidité de l'installation dans sa vie. Les premières mises à l'écart de ses amis, présentées comme des préférences légitimes, lui, il préférait les soirées à 2, les dîners intimes, les week-ends sans monde autour. La proposition de gestion commune de ses finances au nom de la simplicité du projet commun. Les commentaires sur sa famille qui avaient tort, qui ne comprenaient pas leur relation, qui interféraient. La culpabilisation progressive. Tu dramatises, t'es trop sensible. Tu cherches les problèmes là où il n'y en a pas.
Et à la fin, la tentative de mettre son nom sur son appartement à elle. Un appartement hérité de sa mère. Elle avait refusé. Il était parti en l'accusant d'être possessive et incapable d'aimer. Je l'avais écoutée jusqu'au bout. Et quand elle avait terminé, je lui avais demandé si elle était prête à témoigner formellement, si ça en venait là. Elle avait regardé ses mains autour de sa tasse. Puis elle avait dit « Depuis 2 ans, j'attends que quelqu'un fasse quelque chose. » Oui, je n'avais pas pleuré. J'avais rangé le cahier Clairefontaine dans mon sac et j'avais pensé « Maintenant, je sais exactement à quoi j'ai affaire. » Le retour en métro jusqu'à la rue Salat, sous la lumière jaune des wagons de la ligne A, m'avait paru différent. Pas léger, je n'étais pas au bout, mais orienté. J'avais désormais une direction claire. La semaine suivante, j'avais pris rendez-vous avec maître Isabelle Ferrand. Son cabinet était au premier étage d'un immeuble de la rue de la République, dans le 1er arrondissement, une porte en bois sombre, avec une plaque en laiton sobre. Elle m'avait reçu dans un bureau qui sentait le papier et l'encre et légèrement le café. Elle en buvait un grand verre pendant notre consultation, et moi, j'avais tenu la tasse que sa secrétaire m'avait apportée comme si c'était une encre. Maître Ferrand avait 45 ans, des cheveux noirs coupés courts et une façon de vous regarder pendant que vous parliez qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. Pas par flatterie, par attention réelle. Je lui avais tout dit. J'avais posé le cahier Clairefontaine sur son bureau. Elle l'avait feuilleté, avait pris des notes, avait posé des questions précises. À la fin, elle avait dit « Vous avez très bien travaillé. Ce que vous m'apportez là, combiné à ce que nous pouvons encore réunir, c'est suffisant pour construire quelque chose de solide. Mais il nous faut davantage sur le plan financier. Il faut des traces de mouvements de fonds anormaux, des documents qui montrent des actes à votre détriment. Pas juste une mauvaise ambiance, des faits documentés. » J'avais dit que je savais où chercher. Maître Ferrand avait dit « Madame Marchal, je veux que vous soyez consciente d'une chose. Ce que vous me décrivez constitue très probablement un abus de confiance au sens de l'article 313.1 du Code pénal et potentiellement de la manipulation financière envers une personne vulnérable. Si nous documentons tout correctement, nous pouvons déposer une plainte pénale, en plus de l'action civile pour récupérer ce qui vous appartient. » J'avais répondu que je voulais tout, pas à moitié, tout. Elle avait souri pour la première fois depuis le début de la consultation. Pas un sourire de politesse, un sourire de quelqu'un qui apprécie ce qu'elle entend, et elle avait dit « Alors, on va tout faire. C'est entre février et avril 2021 que j'ai réuni les preuves. J'avais encore accès au compte joint que j'avais ouvert avec Aurélie en 2007, quand elle était encore étudiante, pour lui virer sa mensualité. Ce compte était resté ouvert, même si on ne l'utilisait plus. Sébastien ne le savait pas, ou l'avait oublié. J'avais aussi gardé des copies de tous les documents que j'avais eus en main au fil des années, des statuts partiels de la SCI que Sébastien avait proposés, que j'avais photographiés avec mon téléphone avant de les lui rendre sans signer, une lettre qu'il avait envoyée en 2019 à un notaire de Bron, pas Maître Mallet, un autre, pour demander une estimation de mon appartement, que j'avais interceptée dans ma boîte aux lettres parce qu'elle était adressée au propriétaire de l'appartement du 3e et que les facteurs se trompent parfois. Cette lettre-là, une lettre qu'il avait commandée lui-même, une estimation de mon bien, sans me le dire, pour un notaire que je ne connaissais pas. J'avais gardé cette lettre. Elle était dans le cahier. J'avais aussi pris contact, par l'intermédiaire de Maître Ferrand, avec un huissier de justice, Maître Arnaud Pelletier, qui avait procédé à un constat officiel lors d'une de mes visites chez Aurélie en mars 2021. Un constat de l'état du courrier qu'on m'avait retenu. 3 lettres de la CAF adressées à Aurélie que Sébastien avait ouvertes avant elle, que j'avais vues sur le buffet quand j'étais passé un après-midi en l'absence de Sébastien. Maître Pelletier avait documenté et signé. Et puis il y avait eu la conversation téléphonique d'avril. Une conversation qu'Aurélie avait eue avec son frère Julien, que Julien m'avait rapporté malgré lui, parce qu'il ne savait pas encore tout ce que je savais, parce qu'il croyait me protéger en me préparant à quelque chose. Il m'avait appelé un mardi soir depuis Clermont-Ferrand et il m'avait dit « Maman, j'ai parlé avec Aurélie. Elle dit que Sébastien envisage de faire établir un document chez un notaire pour que l'appartement de la rue Salat soit inclus dans la succession anticipée. Il a un rendez-vous prévu. » J'avais demandé quel notaire. Julien avait dit qu'il ne savait pas. J'avais dit merci, Julien, et j'avais raccroché. Et j'avais ouvert le cahier Clairefontaine et noté la date, l'heure et les mots exacts de Julien. Le lendemain matin, j'avais appelé Maître Ferrand.
Elle avait dit « On accélère ». C'est Maître Ferrand qui a trouvé la société. Par une recherche au registre du commerce et des sociétés, elle avait localisé une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, enregistrée au nom de Sébastien Lavigne depuis 2018, déclarée comme activité de conseil en organisation et management, avec un siège social à une adresse à Bron qui s'est révélée être celle d'un ami de lycée, pas un bureau réel, une domiciliation. Le chiffre d'affaires déclaré était modeste, mais les comptes bancaires associés, que Maître Ferrand avait pu partiellement reconstituer avec l'aide d'un expert comptable qu'elle connaissait, montraient des virements réguliers depuis le compte joint du foyer Lavigne, le compte sur lequel Aurélie gérait le budget du ménage, vers cette société. Des virements de 500, 800, parfois 1500 € par mois sur 3 ans. Des virements libellés, frais de conseil, honoraires de gestion, facturation-prestation. Des virements qu'Aurélie ne savait probablement pas qu'elle finançait. Maître Ferrand avait dit, en me montrant les documents, « C'est un abus de biens. Il prélevait sur le budget commun pour alimenter une structure personnelle. Si Aurélie n'était pas au courant, et les échanges que vous m'avez fournis suggèrent qu'elle ne l'était pas, c'est de l'abus de confiance qualifié. » J'avais regardé les chiffres sur la page. Sur 3 ans, à une moyenne d'environ 800 € par mois, c'était près de 29 000 € prélevés. 29 000 €. De l'argent du foyer. De l'argent qu'Aurélie avait mis dans ce compte en pensant qu'il servait aux courses, aux factures, aux enfants. J'avais posé les documents sur le bureau de Maître Ferrand avec précaution. Et j'avais pensé à Lucas, à Chloé, à Tom et à Mathis, et à tout ce que cet argent aurait pu leur donner. La colère, à ce moment-là, était propre et froide, comme une lame de scalpel. À la fin de cette réunion, Maître Ferrand avait aussi mentionné quelque chose que j'avais besoin d'entendre. La sœur de Sébastien, Nathalie Lavigne, qui habite à Pont-de-Vaux, dans l'Ain. Elle a contacté notre cabinet il y a 2 mois. Elle cherche à témoigner dans tout dossier concernant son frère. Elle dit qu'elle a des documents sur un conflit patrimonial avec leurs parents, dans lequel elle estime que son frère les a manipulés pour obtenir une donation anticipée de leurs biens de famille. Je n'avais pas répondu immédiatement. J'avais seulement demandé si Nathalie Lavigne avait dit qu'elle était prête à témoigner en bonne et due forme. Maître Ferrand avait répondu que oui. J'avais dit « Bien, on a tout ce qu'il nous faut ». Ce dimanche de mai 2022, la fête des mères n'était pas arrivée par hasard. Sébastien avait choisi ce jour précisément. Il avait calculé, comme il calculait toujours, que me chasser devant les enfants ce jour-là aurait un effet précis. Il voulait que je parte honteuse, que je rentre chez moi seule un dimanche de fête des mères, que quelque chose en moi soit suffisamment brisé pour que je renonce à ce que je préparais. Peut-être avait-il senti quelque chose, un changement dans mon comportement depuis quelques mois, une résistance différente, une tranquillité qui ne lui semblait pas normale. Il n'avait pas compris ce que cette tranquillité signifiait. Quand j'avais posé l'enveloppe sur la table et que je l'avais regardée, dans ses yeux j'avais vu pour la première fois de l'incertitude. Pas de la peur, pas encore. Mais le début du doute, l'enveloppe de Maître Ferrand, le nom du cabinet, la réalité que quelque chose avait été préparé sans qu'il le sache. Je n'avais pas dit un mot de plus. J'avais ramassé mon manteau, le vieux manteau beige qu'il avait critiqué 4 ans plus tôt, et je suis sortie. Dans l'escalier de leur immeuble du quartier des Brotteaux, en descendant les 4 étages dans le silence de ce dimanche de mai, j'entendais les sons du déjeuner des voisins par les portes fermées, des rires, des bruits de vaisselle, une chanson à la radio. L'odeur du bœuf en sauce d'un appartement du 2e. Je descendais lentement, une main sur la rampe, et je me sentais plus légère à chaque étage, d'une légèreté qui n'avait rien d'agréable, mais qui était réelle. La légèreté de quelqu'un qui a posé une charge et n'a pas l'intention de la reprendre. Dans la rue, le soleil de mai frappait obliquement sur le trottoir. Des familles sortèrent des restaurants. J'avais marché jusqu'à l'arrêt de tramway de la place Morand, et dans le tramway en direction du 5e, j'avais regardé Lyon défiler derrière la vitre, les quais du Rhône, les arbres nouveaux, le ciel clair, et j'avais pensé, c'est maintenant. Maître Ferrand avait envoyé l'enveloppe à Sébastien ce matin-là, la lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une copie que j'avais apportée moi-même. Dans l'enveloppe, une assignation en justice devant le tribunal judiciaire de Lyon, accompagnée d'une copie de la plainte pénale déposée la veille auprès du procureur de la République pour abus de confiance, faux et usage de faux et escroquerie, avec, en annexe, 37 pages de documentation.
Les relevés de compte montrant les virements vers l'EURL, les statuts incomplets de la SCI qu'il avait tenté de me faire signer, la lettre au notaire de Bronn pour l'estimation de mon appartement, les constats de l'huissier Pelletier, les déclarations écrites de Sandrine Arnaud et de Nathalie Lavigne. 37 pages, 2 ans de cahier Clairefontaine. 2 ans de nuit à regarder le plafond de ma chambre de la rue Sala, à me demander si j'allais au bout ou si je me trompais, à entendre le bruit du quartier dehors et à me répéter que ce que j'avais vécu était réel et documenté et que je méritais mieux. Il avait vu l'enveloppe, il avait lu le nom de Maître Ferrand et il avait tremblé. Le lundi matin, Sébastien avait appelé, d'abord sur le téléphone portable d'Aurélie, qu'il avait fait appeler à sa place, et ensuite sur le mien directement. Je n'avais répondu ni à l'un ni à l'autre. Maître Ferrand lui avait adressé une lettre formelle lui indiquant que tout contact avec sa cliente devait désormais passer par le cabinet. Le même lundi, sur instruction de Maître Ferrand et avec l'aide de Maître Mallet, j'avais révoqué la procuration générale que j'avais imprudemment signée en 2019 à la demande d'Aurélie pour simplifier les démarches administratives, disait-elle à l'époque. Cette procuration avait été enregistrée et la révocation notariée avait été envoyée par lettre recommandée à Sébastien et à Aurélie le mardi matin. Le mercredi, Sébastien avait essayé de contacter Julien. Julien m'avait appelé pour me dire que Sébastien lui avait raconté une version entière et alternative de ce qui se passait. Une version dans laquelle j'étais une mère instable, jalouse du bonheur de sa fille, déstabilisée par la vieillesse, qui cherchait à détruire leur couple. Julien m'avait demandé ce qui était vrai. Je lui avais dit « Demande à Maître Ferrand. Elle peut te montrer les documents. » Le lendemain, Julien avait eu la consultation avec Maître Ferrand. Il était rentré à Clermont-Ferrand en silence et il m'avait envoyé un message qui disait « Maman, je suis désolé. J'aurais dû voir plus tôt. » J'avais répondu « Maintenant tu vois. C'est déjà quelque chose. » La semaine qui a suivi, Sébastien a compris que la version qu'il essayait de vendre ne passait pas. Les amis communs qu'il avait appelés pour se plaindre, le couple Bertrand, les collègues du séminaire où il avait rencontré Aurélie, recevaient des messages différents selon ce que Sébastien croyait qu'il savait. Certains l'avaient confronté directement, certains avaient pris de la distance. Mais c'est Aurélie qui m'avait le plus surprise et le plus déçue. En 2022, ma fille avait 43 ans. Elle avait 4 enfants. Elle avait passé 7 ans dans une relation dont je pouvais maintenant documenter qu'elle l'avait appauvrie financièrement et isolée progressivement. Et pourtant, pendant les premières semaines après que j'avais posé cette enveloppe sur la table, elle avait défendu Sébastien, pas publiquement, pas en attaquant les preuves, mais avec ces petites phrases qui font plus mal que les cris parce qu'elles viennent de l'intérieur. « Maman, tu exagères les choses. Maman, c'est une dispute qui pouvait se régler autrement. Maman, tu as toujours eu du mal avec Sébastien. » J'avais écouté, je n'avais pas raccroché, j'avais laissé parler. Et j'avais dit, une fois qu'elle avait fini, « Aurélie, regarde les documents. Pas ma version, les documents. » Le silence qui avait suivi durait des jours, puis elle avait regardé les documents. Ce qu'elle avait trouvé, en fouillant avec son propre regard dans les relevés du compte commun, c'était pire que ce que je lui avais dit, parce que c'était elle qui avait fait les virements. Les virements que Sébastien lui avait dit d'effectuer, en lui expliquant que c'était pour payer les charges de copropriété de l'appartement, les assurances, les frais divers. Elle avait signé, elle avait exécuté. Elle avait financé l'EURL sans le savoir. Elle m'avait rappelé en pleurant. J'avais entendu ses pleurs. J'avais dit « Je sais ». Elle avait dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit avant ?» J'avais répondu « Je te l'ai dit, plusieurs fois. Et tu m'as répondu que j'exagérais. » Ce silence-là avait une texture différente des autres. La texture du moment où quelqu'un comprend quelque chose qu'il n'est plus possible de désapprendre. Aurélie avait consulté sa propre avocate une semaine plus tard. Elle avait commencé une procédure de séparation de corps, première étape vers un divorce. Cette décision-là, elle l'avait prise seule. Je n'avais rien demandé, rien suggéré. C'était sa vie, sa décision. Mais elle avait tardé à la prendre. Et pendant qu'elle tardait, elle avait laissé passer des choses. Et ces choses avaient un prix. L'audience au tribunal judiciaire de Lyon s'est tenue en mars 2023 dans la salle d'audience du boulevard des Belges, avec son plafond haut, ses rangées de bois sombres, l'odeur caractéristique des prétoires français, papier, cire, quelque chose de solennel et de légèrement poussiéreux qui rappelle que la loi n'est pas abstraite, qu'elle a une adresse, une heure,
une présence physique. Maître Ferrand était à ma droite, ses notes organisées sur le pupitre avec la précision d'une chirurgienne. En face, Sébastien et son avocat, Methébo, un homme du même âge que lui, qui avait l'air de quelqu'un qui sait déjà que la partie est mal engagée et qui fait son travail correctement malgré tout. Sébastien était arrivé avec son costume sombre et sa chemise blanche et cette façon de tenir les épaules droites qui lui donnait en public son air d'homme sûr de lui. Mais quand Maître Ferrand avait commencé à présenter les preuves, pièce par pièce, chronologiquement, chaque document référencé, chaque virement daté, chaque montant précisé, j'avais vu les épaules s'affaisser millimètre par millimètre. Premier chef d'accusation, détournement de fonds au sein du foyer conjugal, via des virements non consentis du compte commun vers une EURL personnelle pour un montant total de 28 940 € sur 37 mois. Deuxième chef d'accusation, tentative d'escroquerie visant à obtenir l'apport d'un bien immobilier appartenant à Yvonne Marchal dans une SCI à gérance contrôlée par le prévenu, sans information complète de la propriétaire sur les conséquences juridiques de l'opération. Troisième chef d'accusation, faux et usage de faux. La lettre adressée au notaire de Bron pour une estimation du bien de Madame Marchal avait été signée en son nom. Une signature dont Madame Marchal niait être l'auteur et qui avait été soumise à expertise graphologique, confirmant la falsification. Ce troisième chef-là, Sébastien ne s'y attendait pas. Quand Maître Ferrand avait déposé le rapport de l'expert graphologue, Methébo avait demandé une suspension d'audience. Le président avait accordé 10 minutes. Dans ces 10 minutes, j'étais restée assise à ma place, les mains posées à plat sur la table devant moi, regardant la fenêtre de la salle d'audience qui donnait sur le boulevard, les arbres encore sans feuilles de ce mars lyonnais. Je n'avais rien ressenti d'explosif, juste cette clarté tranquille de quelqu'un qui sait que ce qu'elle a préparé pendant 2 ans est maintenant entre les mains d'une institution qui a le pouvoir de rendre une décision réelle. Nathalie Lavigne avait témoigné par déclaration écrite une attestation sur l'honneur, conforme aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, détaillant le conflit patrimonial avec leurs parents, dans lequel elle avait estimé que son frère avait obtenu une donation anticipée de leur maison familiale de Bourg-en-Bresse par des procédés qu'elle qualifiait de manipulation et de pression psychologique sur des personnes âgées. Leur père, Gérard Lavigne, 79 ans, avait signé un acte de donation de son vivant en 2016. 2 ans plus tard, il avait déclaré à Nathalie qu'il ne se souvenait pas d'avoir compris exactement ce qu'il signait. Sandrine Arnaud avait témoigné en personne. Elle était entrée dans la salle avec ce même geste de tenir ses bras légèrement croisés sur elle-même que j'avais remarqué la première fois au café de Villeurbanne. Elle avait parlé clairement, sans note, en regardant le président du tribunal. Elle avait décrit le même schéma. L'installation, l'isolement, la proposition financière, le départ qui avait été présenté par Sébastien comme une crise de sa part à elle. En face, Sébastien regardait la table. À la fin de l'audience, le président avait annoncé que le délibéré serait rendu dans 6 semaines. Je suis sortie du tribunal judiciaire du boulevard des Belges dans l'air froid de mars, avec l'odeur du Rhône que le vent portait jusqu'en centre-ville, et j'ai marché jusqu'au premier café ouvert et commandé un café allongé. Je l'ai bu debout au comptoir, comme je le fais depuis l'époque de l'internat infirmier, et le goût chaud et fort m'a traversé d'une satisfaction que je n'aurais pas su nommer autrement que « c'est juste ». Aurélie avait assisté à l'audience depuis le fond de la salle, seule. Elle n'était pas venue me parler à la sortie. Je n'avais pas attendu qu'elle le fasse. Le jugement est tombé 5 semaines plus tard, en mai 2023. 1 an jour pour jour, presque, après la fête des mères. Sébastien Lavigne a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon pour abus de confiance, faux et usage de faux, et tentative d'escroquerie aggravée. La peine prononcée était de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une obligation de remboursement intégral des sommes détournées, 28 940 € avec intérêt dans un délai de 2 ans. Une mesure conservatoire avait été ordonnée sur ses comptes personnels et sur les actifs de l'EURL pour garantir le remboursement. L'EURL elle-même a été transmise au parquet pour vérification fiscale par la Direction générale des finances publiques. La Direction des finances publiques a conclu son contrôle en décembre 2023. Les revenus de l'EURL avaient été partiellement dissimulés. Sébastien avait reçu un redressement fiscal de 41 300 €
pénalités et intérêts inclus. Sa réputation professionnelle, dans un secteur des ressources humaines où les réseaux sont tout, ne s'en est pas remise. Il avait perdu son poste de cadre en novembre 2022, avant même le jugement. Son employeur avait été informé de la procédure pénale en cours par un huissier qui avait eu à traiter une des mesures conservatoires. En 2024, selon ce que Julien m'avait rapporté sans que je lui ai demandé, il travaillait comme indépendant, avec beaucoup de mal à trouver des missions. Le bien immobilier familial de Bourg-en-Bresse, la maison des parents Lavigne, fait l'objet d'une procédure séparée engagée par Nathalie Lavigne devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Je ne suis pas partie prenante de cette procédure, mais Maître Ferrand m'a dit que les éléments du dossier lyonnais avaient été transmis et qu'il renforce la demande de Nathalie. Il a tout perdu. Pas d'un coup. La vie n'est pas un film, mais méthodiquement, proprement, avec la précision d'un système judiciaire qui, quand on lui donne les outils pour travailler, fait ce pourquoi il existe. Et pour Aurélie, c'est la question que tout le monde me pose. C'est la question que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Aurélie a divorcé de Sébastien en novembre 2023. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Sébastien, ce qui lui a permis de bénéficier d'une prestation compensatoire et de conserver la garde principale des enfants. Elle a repris un emploi à mi-temps en 2003 dans les ressources humaines, chez une PME de Vaux-en-Velin. Elle remet lentement en ordre sa vie financière. Elle m'a appelé plusieurs fois, au début, pour s'excuser, pour me dire qu'elle comprenait maintenant, qu'elle avait été aveugle, que si j'avais su ce qu'elle savait, elle m'a dit toutes ces choses avec une sincérité que je ne remets pas en question. Mais la sincérité d'un regret ne change pas ce qui a précédé. Elle savait que je n'allais pas bien. Elle a vu des signaux qu'elle a choisi de ne pas voir parce que les voir aurait coûté quelque chose qu'elle n'était pas prête à payer. Elle a répété à Sébastien des conversations privées entre nous. Elle a signé des documents sans les lire, documents qui auraient pu me nuire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un choix réel, conscient, que les circonstances de sa vie ont rendu plus difficile, mais un choix quand même. La dernière fois qu'elle m'a appelé, je lui ai dit, calmement et clairement, « Je ne te déteste pas, Aurélie. Je comprends ce que tu as traversé, mais je ne peux pas reprendre une relation comme si rien ne s'était passé. Le chemin entre ce que tu as fait et là où nous pourrions être un jour, si un jour est possible, est très long. Et il commence par toi, pas par moi. Je ne peux pas t'en montrer la direction. Je n'en suis plus capable. » Elle a pleuré. Je lui ai dit que je voulais garder le lien avec les petits-enfants, Lucas, Chloé, Tom et Mathis, et que nous pouvions organiser ça ensemble, sans que ça passe par une réconciliation que je n'étais pas en mesure d'offrir. Elle a accepté. Je vois les enfants tous les 15 jours. Je les emmène au marché de la place Carnot le samedi matin. Lucas mange un croissant au comptoir de la boulangerie Besnier comme si c'était la meilleure chose du monde. Chloé choisit ses légumes avec sérieux. Les jumeaux courent dans tous les sens entre les étals et font semblant de m'aider à porter les sacs. Ce sont mes petits-enfants. Ils ne sont pas responsables de ce que leurs parents ont fait ou n'ont pas fait. Et je refuse que ce que j'ai traversé leur coûte leur grand-mère. Mais Aurélie et moi, nous sommes deux personnes polies qui s'organisent pour les enfants. Pas plus. Peut-être qu'un jour, il y aura autre chose. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je suis dans mon appartement de la rue Sala. Mon appartement, qui n'a jamais cessé d'être le mien, qui ne sera jamais dans une SCI contrôlée par quelqu'un d'autre que moi, dont les parquets grincent au même endroit depuis 23 ans et dont les moulures sont restaurées et belles. Ce matin, je me suis levée à 7 heures parce que c'est l'heure à laquelle mon corps s'est réveillé pendant 38 ans et qu'il n'a jamais complètement changé. J'ai préparé un café allongé, fort, avec la cafetière italienne que j'ai depuis l'appartement. Une Bialetti 8 tasses, un peu noircie en bas mais qui fait un café parfait. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la fenêtre entr'ouverte et l'air du matin de mars qui sentait légèrement la pluie et le bitume mouillé du quartier, et j'ai lu Le Progrès pendant 20 minutes, sans que personne n'attende quelque chose de moi, ne me regarde d'une certaine façon, ne me mesure à une utilité que je n'aurais pas satisfaite. Cette solitude-là, cette solitude choisie, habitée, qui n'a rien à voir avec la solitude imposée, goûte différemment de toutes les compagnies que j'ai connues. J'ai une amie qui s'appelle Madeleine Vauris, 69 ans, institutrice à la retraite, qui habite à 2 rues de chez moi depuis 30 ans. Nous déjeunons ensemble le jeudi
dans un bouchon lyonnais de la rue Mercière que nous avons découvert il y a 25 ans et que nous continuons à fréquenter parce qu'il y a des fidélités qui méritent d'être gardées. Nous parlons de tout, de nos corps qui changent, de la politique, des livres, des enfants qui grandissent, des jardins, de l'avenir qui est plus court qu'avant mais pas moins intéressant pour autant. C'est avec Madeleine que j'ai pleuré les seules vraies larmes de toute cette histoire, un jeudi de novembre 2021, après une réunion difficile avec Maître Ferrand, des larmes de la fatigue d'avoir à se battre pour ce qui aurait dû aller de soi. J'ai repris la natation, la piscine de Gerlande, le mercredi et le vendredi matin, 40 longueurs dans l'eau chlorée froide qui réveille mieux que le café. Mes genoux me remercient. Mon dos ne dit plus rien le matin. En septembre dernier, j'ai passé 10 jours en Bretagne. À Concarneau, dans un appartement que j'avais loué sur un site de particulier à particulier, 2 chambres avec une vue sur le port et l'odeur de l'iode et du filet qui séchait sur les bateaux. J'y étais allée seule, avec des livres et des carnets et les nouvelles chaussures de marche que je m'étais offertes. J'avais marché chaque matin sur les sentiers côtiers, regardé la mer changer de couleur selon les heures, mangé des crêpes au froment avec du beurre salé dans une crêperie du port, acheté des huîtres au marché pour les manger chez moi, le soir avec un verre de muscadet blanc. J'avais dormi profondément, sans réveil, sans angoisse, sans ce poids particulier qui s'accumule sur la poitrine quand on se couche tous les soirs en sachant que quelque chose n'est pas résolu. Ce voyage-là, personne ne me l'avait offert. Je me l'étais offert moi-même. Et si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous dire que j'ai gagné de manière triomphale et que ma vie est parfaite désormais. Ce n'est pas vrai, et ce serait vous mentir. Il y a des jours où je pense à Aurélie avec une tristesse que je ne saurais pas bien décrire. Pas de la rancœur, quelque chose de plus calme et de plus lourd, comme regarder une porte qui est fermée et savoir qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qu'on ne le saura peut-être jamais. Il y a des jours où les petits-enfants me posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre honnêtement sans blesser quelqu'un, et où je dois trouver des mots qui respectent leur âge et leur innocence sans leur mentir. Il y a des jours difficiles. Mais la différence entre les jours difficiles d'avant et les jours difficiles d'aujourd'hui, c'est que ceux d'aujourd'hui m'appartiennent. Ils sont à l'intérieur de ma vie réelle, pas dans la vie que quelqu'un d'autre avait décidée pour moi. Ce que j'ai appris, vraiment appris, pas lu dans un livre mais vécu avec mon corps et mes nuits et mon cahier Clairefontaine, c'est d'abord que la patience n'est pas la même chose que la résignation. Pendant des années, j'avais confondu les deux. La patience qui construit quelque chose est une force. La résignation qui subit quelque chose est une capitulation. La différence entre les deux, c'est ce qu'on fait pendant le temps où on attend. J'ai appris ensuite que les instruments légaux qui existent dans ce pays pour protéger les gens comme moi, le notaire, l'avocat, l'huissier, le tribunal, le procureur, ne sont pas des abstractions. Ce sont des portes réelles auxquelles on peut frapper à condition de savoir qu'elles existent et d'avoir les preuves à la main quand on frappe. La loi française ne fait pas de miracle, mais elle fait des choses concrètes si on lui en donne les moyens. J'ai appris que l'amour familial ne justifie pas tout, qu'aimer quelqu'un, son enfant, son parent, son conjoint, n'oblige pas à subir ce que cet amour ne devrait jamais produire. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est une dépendance déguisée. Et on n'est pas obligé de la nourrir. J'ai appris que comprendre quelqu'un, comprendre d'où il vient, pourquoi il est ce qu'il est, quelle blessure l'a formé, n'est pas la même chose que lui pardonner. La compréhension m'a rendue lucide. Elle ne m'a pas rendue généreuse là où la générosité aurait été une erreur. On peut comprendre un mécanisme et choisir de ne pas s'y laisser broyer. Et j'ai appris, peut-être la chose la plus difficile et la plus importante, qu'on peut aimer ses petits-enfants sans passer par leur mère. Que la relation directe, avec les livres du samedi matin et les croissants du marché et les courses entre les étals, est réelle et précieuse et n'a besoin d'aucune médiation de la génération du milieu pour exister. Lucas a 8 ans maintenant. Il m'a demandé la semaine dernière pourquoi je ne venais plus manger chez eux le dimanche. Je lui ai dit que les grandes personnes ont parfois des arrangements différents et que ça ne changeait pas ce que j'éprouvais pour lui. Il a hoché la tête avec ce sérieux particulier des enfants qui comprennent plus qu'ils ne disent et il a repris son croissant. Parfois la vie ressemble à ce moment-là, à un enfant de 8 ans qui mord dans un croissant au beurre et qui vous regarde avec ses yeux clairs dans la lumière de mars d'une boulangerie lyonnaise. Ce n'est pas rien, c'est même beaucoup.
Et Sébastien, lui, a eu ce qu'il méritait. Pas de manière spectaculaire, pas en un jour, mais complètement, méthodiquement, dans les formes. Il a perdu le contrôle de ce qu'il avait tenté de prendre. Il a perdu sa réputation dans un secteur où elle était tout. Il a perdu la confiance de sa propre famille, qui s'est révélée au grand jour pour ce qu'elle était depuis longtemps. Il a perdu les pièces du puzzle qu'il avait mis des années à assembler. Et ce qu'il reste, c'est un homme de 51 ans qui doit reconstruire sa vie avec les dettes fiscales, le casier judiciaire et le vide de quelqu'un qui n'a jamais appris à exister sans ce qu'il prend aux autres. Ce n'est pas de la vengeance. Je n'ai pas planifié ça en pensant à sa chute, j'ai planifié ça en pensant à ma survie. La chute de Sébastien est le résultat de ses propres actes, documentés et jugés. Moi, je n'ai fait que me tenir debout assez longtemps pour que la réalité rattrape le récit qu'il avait construit. Ce matin, en reprenant mon café allongé dans la lumière de la cuisine de la rue Sala, j'ai pensé à cette fête des mères de mai 2022, à la table mise avec la nappe brodée, à l'odeur du gigot, à la façon dont il avait dit ces mots en croyant que c'était sa victoire. Il ne savait pas que c'était la mienne. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que quelque chose de ce que j'ai dit résonne, pas parce que c'est une belle histoire, mais parce que vous la reconnaissez depuis l'intérieur. Je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça empire pour commencer à vous défendre. Vous n'avez pas besoin d'être certaine à 100% pour appeler un avocat, pour ouvrir un cahier et noter les dates, pour parler à un notaire, pour chercher une association d'aide aux victimes dans votre département. Commencer ne veut pas dire finir tout de suite, ça veut dire commencer. Vous méritez une vie qui est à vous. Pas une vie qu'on vous a assignée parce que vous étiez disponible, commode, silencieuse. La vôtre. Avec votre café du matin, votre marché du samedi, votre Bretagne si c'est ce que vous voulez, ou votre jardin, ou vos amis du jeudi, ou ce voyage que vous remettez depuis trop longtemps. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-ci. Des histoires où la justice n'est pas un concept, mais un résultat. Où les preuves comptent plus que les larmes, et où l'intelligence patiente bat la brutalité confiante. Mettez le pouce en l'air. Laissez un commentaire avec votre région. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, la province, la banlieue, peu importe. Je veux savoir où vous êtes. Parce que cette histoire-là n'est pas lyonnaise. Elle est française. Elle est de partout où il y a une femme qui a travaillé 40 ans, qui a construit quelque chose de ses mains et de ses nuits, et qui mérite que quelqu'un lui dise « Tu as le droit de te défendre. Tu as les outils pour le faire. Et tu n'as aucune obligation de pardonner à ceux qui ne te l'ont pas demandé. La porte est fermée. La clé est dans ma poche. Et dehors, ce matin de mars, Lyon sent la pluie et le café et le pain frais. Et c'est exactement la vie que je méritais depuis le début.